être heureux en dehors comme à l'intérieur, dans le couple. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler donc du mariage. Est-ce que c'est synonyme de bien-être? Voici la question, grande question. Allez, on se calme, on va passer par la thématique illustrée et puis on revient pour les discussions. Ça va chauffer. Oui, oui. Le mariage est une union conjugale contractuelle et ou rituelle encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Cet acte solennel par lequel un homme et une femme scellent leur vie contribue-t-il au bien-être des conjoints, satisfaction des besoins physiques, sociaux et absence de soucis? Pour certains, pas si sûr. Vivre seul, c'est un peu compliqué parce que souvent on affronte certaines situations qui font qu'on a besoin de soutien, de proches, vraiment de conseils. Donc quand on vit à deux, vraiment, on arrive facilement à affronter certaines difficultés de la vie. Il y a des foyers où pas parce que monsieur n'aime pas madame ou madame n'aime pas monsieur, mais par contre ils ont des deuxième, troisième bureaux. Mais pour quelqu'un qui vit avec son homme et son homme a une autre personne dans sa vie, et le bonheur n'est pas complet. Et parfois aussi, il n'y a pas de tromperie, mais vous avez des enfants qui sont très malades. Ou bien vous-même, vous êtes malade. Mais malgré cela, vous êtes dans le foyer. Alors, vous n'êtes pas dans le bonheur. Donc, le mariage n'est pas forcément synonyme de bonheur. Pourquoi se marie-t-on? C'est la question principale qui doit être posée au préalable. Pour être heureux, pour rendre heureux, pour fuir la solitude, pour la régularisation de documents administratifs, religieux ou autres. Se marier, c'est pour le bien-être. Se mariant, c'est pour avoir des enfants. Il faut se marier pour l'avenir des enfants, pour les papiers administratifs surtout. Et pour tout ça, je pense que le mariage est très important dans ce nouveau monde. Quand ça rend responsable, ça donne encore plus d'avantages dans le domaine professionnel. Et on peut dire dans le domaine conjugal aussi, il y a plus d'attachement, il y a plus de responsabilité, il y a plus d'humanisme en quelque sorte. Soyons réalistes, le mariage ne garantit en rien le bien-être. Mais certains arrivent à y trouver la perle rare. Pour que ça marche, il faut de l'amour, mais pas que. Savoir ce que l'on veut permet au conjoint d'être sûr d'avoir la même vision, les mêmes valeurs, ainsi que les mêmes attentes. Et ça pourrait être la clé pour garantir une certaine sérénité au sein du couple. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites que oui, c'est l'homme que j'aime ou c'est la femme que j'aime, je vais être avec cette dernière. Mais nous avons reçu différentes éducations, nous venons de différentes familles, donc chacun vient avec ses défauts. Donc par moment, il y a des crashs, mais à la base, on se met ensemble pour être heureux. Selon certaines études américaines, le taux de mortalité des hommes mariés est de 25%, moins élevé que celui des hommes célibataires. Chez les femmes, ce taux est de 50%. Ces études stipulent que le mariage aurait un effet apaisant et ceux qui sont mariés jouiraient d'un meilleur bien-être général. L'univers du bonheur partagé au sein du lien sacré du mariage. Aujourd'hui avec Dr Laura Michel, on saura, est-ce que le mariage constitue un bien-être en soi? Bonjour docteur. Bonjour Alice, bonjour Marco. Eh bien, c'est une très jolie question. Le mariage est-il synonyme de bonheur? Eh bien, déjà, il faut savoir ce que c'est que le mariage. Oui, le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes. Et c'est un rite de passage dans les traditions. Les individus passent du stade d'enfant au stade d'adolescent pour finir par le mariage. Donc le mariage, c'est la période la plus longue de la vie sociale. Donc en général, dans l'élément, on a demandé pourquoi on se marie. On se marie parce que ça fait partie des traditions. C'est aussi une façon de grandir dans la société. C'est pour cela que le mariage donne un bien-être, un sentiment de plénitude à ceux qui y vont. Mais lorsqu'ils y sont, est-ce qu'ils rencontrent le bonheur? Ça, c'est une autre question parce que nous ne sommes pas faits que d'une facette, alors que le mariage n'est qu'une facette de la vie de l'individu. On va aussi savoir, coach, c'est bien le mariage, sa définition, qu'elle soit juridique ou naturelle, mais le bonheur, c'est quoi au fait aussi? Le bonheur, on l'a dit, il est où le bonheur? Le bonheur, il est partout. Il peut être dans le mariage aussi, à condition que les éléments soient réunis. C'est comme une salade, elle est bonne quand on met les bons ingrédients. Donc le bonheur, le mariage n'est pas synonyme de bonheur, mais on peut
rendre le mariage, on peut transformer le mariage comme source et lieu de bonheur, tant est qu'on y met la bienveillance, le respect, l'amour, l'appui, le conseil, parce que quand on va avec une personne, c'est pour faire équipe. Ensemble, on est plus fort qu'à seul. Donc, lorsqu'on a un coéquipier, forcément, on se sent plus fort, ou une coéquipière, on se sent plus fort parce qu'on a quelqu'un en face qui va nous aider à réfléchir, qui va nous servir d'appui, qui va nous servir de conseil. Donc, on n'est plus seul. Et c'est cela qui rend fort les gens qui sont mariés. Quand on va dans le mariage, on espère avoir ces appuis-là, émotionnels, affectifs, intellectuels, financiers également. Donc, le mariage rend malheureux lorsqu'on n'a pas tous ces appuis qu'on attendait en y allant. Si on se dit on a un coéquipier sur qui on peut compter et qu'en cas de difficulté ou même en cas de bonheur, on ne peut pas partager parce que l'union est gelée par les différends, par la froideur, par la rancune, par la malveillance, par beaucoup d'éléments nuisibles. On ne peut pas être heureux dans un mariage où l'atmosphère est malsaine. Alors, coach, j'ai envie de mettre le pied dans le plat et aller vraiment à la genèse. Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment arriver au mariage, avant même de le vivre? Il y a plusieurs types de mariage, il y a plusieurs circonstances. On peut se marier de façon voulue, consensuelle. On a vu que dans les sociétés antiques, il y avait beaucoup de mariages arrangés. Mais de plus en plus, avec la modernisation, les mariages sont voulus par les deux individus. Le fait que le mariage soit voulu n'est pas gage non plus de réussite, parce que le mariage est voulu pour des raisons différentes. Donc, pourquoi on se marie? Dans l'élément, on a posé la question. Si on se marie parce qu'on cherche un tuteur, alors on ne va pas dans le mariage, puisque le tuteur n'est pas un compagnon de vie. Or, il y a des personnes qui se marient, surtout la gente féminine, qui se marient parce qu'elles sont fatiguées d'être chez leur tuteur, chez leur oncle ou chez leur grand frère. Si on se marie par amour... effet de mode, peut-être. Aussi non, mais des parce fois, que... on a eu la musique là, par rapport à une grande chanteuse d'ici. Les études, de longues études dans du concubinage peut pousser à vouloir aller au mariage. Oui, dans le concubinage déjà, c'est une forme d'exprimer sa volonté de rester avec la personne. Donc pourquoi exprimer une volonté qui n'arrive pas à se conclure? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que le concubinage est une période où on découvre l'autre. Alors si on découvre en l'autre des éléments qui nous font peur, cela va sans dire qu'on ne va pas se précipiter à la mairie. Si à l'inverse, dans la période où on se met ensemble en ménage, en union libre, on a des motifs d'être confiant et de se sentir bien, ça facilite le mariage. Donc, la durée de la vie ensemble sans mariage est un signe, est un indicateur de ce que l'un des conjoints est réticent et hésitant pour diverses raisons. Donc, à ce moment-là, il faut l'interroger sur les raisons de sa réticence. Ça peut être que les parents, par exemple, lui mettent la pression. Il y a des gens qui n'aiment pas la pression. Si à chaque fois on vous dit « bonjour, vous vous mariez quand ?», ça peut retenir la personne qui avait envie de le faire parce qu'elle a envie de faire ces choses par elle-même. Si la personne lui dit « toutes mes amies sont mariées, j'ai envie de me marier », ce n'est pas un motif intrinsèque. Il y a toujours un tonton ou bien une tante qui va revenir là-dessus. Voilà, c'est pas un motif intrinsèque. Moi, j'aimerais poser une question aussi, concrètement. Quand on se marie pour soi à un certain pourcentage, on se marie pour l'autre à un certain pourcentage et on divise, on double, je ne sais pas. Alors, on se marie d'abord et avant tout pour la société, parce que l'être humain est un animal social. C'est ce qui fait que dans les différents rites de passage, le mariage est un grand carrefour. Le mariage est un grand carrefour. Dans nos sociétés traditionnelles, la petite fille, elle va être fillette, elle va avoir ses menstrues, on va lui faire des cérémonies, après on va la proposer au mariage. Même quand elle joue, quand elle est petite, on dit parfois, elle est déjà réservée. Voici mon mari. Même dans les jeux, là, dans les jeux. Voici mon mari, papa, maman, parce que tout ça. les jeux miment la société. Oui, les jeux miment la société. On va jouer à papa et à maman. La petite fille prend le panier, fait semblant d'aller au marché, fait la cuisine. Et le papa fait semblant d'être méchant, de gronder les gens. Donc, en fait, les enfants miment la société. Ils reproduisent la société à laquelle ils aspirent. Donc, quand ils vont grandir, ils vont faire comme les grands qui les entourent. Et les grands qui les entourent sont mariés. Donc, le mariage, on se marie
pour faire ce que la société nous recommande. C'est ce qui explique que les gens qui n'arrivent pas à se marier sont frustrés ou malheureux. Et les gens qui arrivent à se marier se disent « ouf, j'y suis arrivé ». Donc même si le mariage est difficile ou s'il y a une désillusion, ce qui est très fréquent dans le mariage, on ne les exprime pas parce qu'on se sent peut-être pas à la hauteur de ce challenge. Mais il faut le dire, le mariage est l'un des plus gros challenges de l'existence, vu que, comme l'a dit la dame dans l'élément, nous venons avec nos éducations, avec nos aspirations, avec nos rêves aussi, et il est très rare, culture, surtout, avec notre culture, famille. Surtout, il faut dire la culture familiale, parce que nos beaux-frères. Même étant dans la même culture, étant issu de la même culture, la culture familiale prédomine sur le comportement de l'individu. Absolument. Et c'est ce qui fait que les gens se méfient. Ils disent, quand tu veux voir à quoi ressemblera ta femme plus tard, regarde ta belle-mère. Donc si la belle-mère est envahissante, si elle est médisante, si elle est indiscrète, ça peut donner des frayeurs aussi aux compagnons et ça peut le faire hésiter. Il y a de très bonnes belles-mères aussi. Ah oui, il y en a qui ont de la chance. Heureusement, la majorité des belles-mères sont bien. Et pour le mari, il faut regarder aussi sa maman ou son papa? La maman du mari, elle devient un danger lorsque le cordon n'a pas été coupé. Parce que le mari qui ne jure que par sa maman, c'est un mari enfant. Avant même de décider de quelque chose, il dit à sa compagne, attends, j'appelle maman pour la consulter. Donc il faudrait que les parents aussi puissent laisser les enfants voler de leurs propres ailes. Cela contribue à leur épanouissement. Ne pas voir le beau-fils ou bien la belle-fille en rival ou bien en rival ou enfin en rivaux pour parler des deux. Ça dépend des intérêts. Si la belle-mère ou la famille sent que ses intérêts sont menacés, alors ils vont devenir le cauchemar du couple. Est-ce que si on parle d'intérêt d'un mariage, et c'est toujours un mariage? Tout est intéressé, Marcelin. L'intérêt, ce n'est pas seulement financier. Le fait de vouloir du bien-être, c'est une stratégie, c'est un bénéfice. Le bien-être, c'est un bénéfice. L'aspiration, voilà. On va dire intérêt illégaux. On ne fait rien sans intérêt. Si je cherche mon bien-être, c'est que je cherche un intérêt. Et il faut le dire, on ne peut pas planter une graine sans chercher à ce qu'elle produise des fruits. Donc, toute action que nous menons, même moi, le fait d'être là, il y a un intérêt derrière. Vous aussi. Donc, votre intérêt, on a un intérêt commun. C'est partager, partager la bonne humeur. Et leur apporter quelque chose qui contribue à leur bien-être. Donc, tout est une question d'intérêt. Donc, il ne faut pas avoir honte de penser qu'on se marie par intérêt. Là où le bas blesse, c'est quand l'intérêt se limite à une seule facette, c'est-à-dire c'est des intérêts matériels ou des intérêts sociaux. Il y a des gens qui se marient pour profiter de la couverture sociale de leur compagne ou de leur compagnon. Non, pour dire, je vais entrer dans une grande famille, je vais être la femme de X ou de Y. On va dire que je suis mariée à une star ou à quelqu'un dans mon village. Les gens vont savoir que je suis mariée à telle personne. Donc, ce sont des intérêts qui ne sont pas forcément les meilleurs. Par contre, vouloir être épanoui dans une relation, c'est aussi un intérêt, mais un intérêt légitime et c'est la meilleure forme d'intérêt parce qu'un individu qui est épanoui est un individu qui apporte beaucoup à son entourage. Alors, comment accroître son investissement émotionnel? Parlons toujours d'intérêt. Parlons d'intérêt. Comment accroître son investissement émotionnel? Il faut savoir semer la bonne graine. Je le dis souvent, lorsque vous vous inclinez devant un miroir, votre image s'incline devant vous. Donc, émotionnellement, il faut bichonner l'autre pour qu'en retour, même s'il est de glace, il puisse fondre un tant soit peu et à son tour, vous bichonner. Donc, le capital émotionnel est très important. Le bien que je fais me revient toujours. Comme un boomerang. Toujours. Donc, le capital émotionnel est très important et c'est en cela que le mariage est différent des autres contrats. Parce que le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat social. À la différence du contrat professionnel, il implique l'affectif et en grande proportion. Alors, préoccupation majeure des gens des téléspectateurs qui nous envoient des messages en ce moment. Marco, Alix, c'est bien beau tout ça, mais le mariage chez nous en Afrique, c'est une affaire de famille. C'est la famille qui décide tout, c'est la famille qui dit tout. Les regards des belles-sœurs, les ronchonnements des beaux-frères, toutes les messes basses dites quand on vient à la maison. Voilà, tout est codifié, tout est scruté. Est-ce que tout ça, c'est pas ça qui gâte, entre guillemets, les mariages? Tout est une question de management. Si le mariage et de leadership, comme l'a dit le coach précédent, donc on a des éléments qui ne dépendent pas de nous et c'est en cela qu'il est important de se créer une alcôve. Comment être heureux avec des choses qui ne dépendent pas de nous? Se créer une alcôve, se mettre une protection, se créer une zone. Sa bulle.
sa bulle où on est avec l'autre, rien que pour l'autre. Parce que si, par exemple, vous avez une belle famille envahissante ou même une famille envahissante, il faut pouvoir créer une bulle dans laquelle cette famille-là ne va pas venir perturber votre conjoint. Comment? Comment? Ben, en mettant les balises, en verbalisant ou en essayant dans vos rapports de clarifier les choses pour dire voici les limites que je vous permets. Exemple concret, ma coach. Ma belle-mère débarque chez moi à la maison. Il Oui. est 7 heures. Oui. Qu'est-ce que je lui dis à retourner chez vous, mais non? Pas du tout, pas du tout, ça ne se fait Et on est pas. en plein petit-déj, elle était On est en plein pratiquement pas petit-déj. prévue. Ben écoutez, ça c'est pas méchant. Bon, la en belle-mère Afrique, qui la débarque femme chez donne la vous place. déjà, l'heure devrait vous interpeller. Pourquoi elle vient si tôt? Alors déjà, vous êtes à table, vous l'invitez à manger et une fois qu'elle a mangé, vous lui demandez le motif. Si c'est un motif futile, ben, vous lui répondez avec futilité qu'elle est la bienvenue, mais que vous avez eu peur pour rien. Donc, elle se fera attention à ne plus vous faire peur pour rien En Afrique, les autres ici, fois. Coach. Oui, bien On en a- sûr, vous ne coach. pouvez pas Le renvoyer visage est votre déjà belle-mère. renfermé quand on voit... Mais si elle vient en tant qu'inquisitrice, à ce moment-là, il faut lui montrer que Et quand le on la sait bonheur- comme ça, Elle vient rentrer directement dans la cuisine. Ah, vous avez préparé quoi aujourd'hui? Mais ça, c'est une attitude de provocation. Voilà. Donc, pour être heureux avec une belle-mère Tu comme manges pas ça, bien, regarde ce qu'il y a dans ton frigo. oui, C'est pour ça qu'il ne grossit C'est pas pour là. ça qu'il grossit pas. oui, pour être Il n'a heureux pas avec, bonne mine quand on le voit. Pourtant, tu ne sais pas ce qu'il aime. pour être heureux ou heureuse avec une belle-mère aussi teigneuse, il faut se créer sa bulle. Donc, si la belle-mère vient qu'elle fouine partout, il ne faudrait pas que cela vous affecte parce que vous voyez que c'est une attitude de provocation. Or, qui dit provocation dit entrave. Ça veut dire qu'elle n'est Self-contrôle pas, dans ces ça conditions-là, veut c'est dire pas qu'elle n'est évident. pas pour la paix de votre couple. Donc, il ne faut pas prêter le flanc. Les gens qui ne sont pas pour votre bonheur, il ne faut pas leur accorder une importance qu'ils n'ont pas. Il faut accorder de l'importance aux personnes qui contribuent à votre bonheur et qui vous le montrent. Autrement, on ne va pas s'en sortir. Et le beau-père qui veut toujours avoir, qui se compare toujours à vous, ça dans le cas de l'homme, qui veut toujours, lui, il a une profession, qui banalise votre profession. Oui, oui. Il y a Qui est toujours à le un beau-père certain banalisant niveau. et il y a toujours la belle-mère inquisitrice. Ça, c'est des schémas classiques, ça. Oui, ça existe, mais je l'ai dit, il ne faut pas en faire des tonnes non plus. Le beau-père, vous ne pouvez pas changer sa carrière. S'il Par a exemple, une ton belle chéri, là même, il carrière- fait quoi? C'est quel travail il fait? Non, il se débrouille. Et c'est C'est la quel phrase, débrouille? c'est la phrase Il se du débrouille début. comment? C'est Oui, comme mais ça. écoutez, Qu'est-ce qu'il fait dans Il la fait vie? quoi même? quel parent aimerait entendre cette réponse, il se débrouille? Il se débrouille dans quoi? Parce que si... On dit il se débat, mais qui l'attaque, qui se Voilà. débat comme ça? Donc, s'il se débrouille, c'est quand même angoissant pour les parents parce que chaque parent veut le meilleur pour son enfant. C'est un contrôle d'identité ou Donc, bien quand c'est un on mariage? dit il Je se sais pas. Parce débrouille, qu'à la base, c'est l'amour. C'est Donc, l'amour qui doit on peut primer. aimer on ne dit toutes les pas d'amour et personnes. d'eau fraîche parce que quand les factures Ça se crée tout d'électricité et d'eau doucement, viennent, à petit. Donc, Oui, ça veut mais dire que dans le dose. mariage synonyme de bien-être, il y a l'argent dedans, alors, au fait. l'argent contribue au bonheur, mais l'argent n'est À quelle pas proportion? aux proportions de vos dépenses. Si vos C'est-à-dire? factures sont payées, que le frigo est rempli, que les enfants sont soignés, alors vous avez assez de tranquillité pour profiter l'un de l'autre. Mais si les factures ne sont pas toutes payées, que les factures sont payées à moitié, qu'on l'autre- sollicite. et l'autre moitié, et non, et que l'autre moitié, c'est le mari ou bien la femme avenante, il y a la paix du cœur. C'est pas bon. Oui, mais à ce moment-là, vous traversez mieux ces périodes de vache maigre. Si vous avez un compagnon ou une compagne compréhensif ou aimant, vous traversez mieux. Mais il n'y a pas de mariage qui soit un long fleuve tranquille. Ce qui se passe, c'est que dans les périodes de difficulté, lorsque le couple n'est pas soudé, alors on le ressent plus parce que le stress est exacerbé. Or, quand vous êtes en souffrance et que vous êtes solidaire dans la souffrance, vous la sentez moins. Vous voyez dans les Oui. photos sur Ça, c'est le vrai. net, les enfants qui sont joyeux, ils ont un ballon qui est fait de tissu, mais ils sont heureux comme tout parce qu'ils sont solidaires dans la misère. Et les couples, Oui. c'est pareil. Ça, c'est Donc, vrai. si vous êtes riche et que vous n'êtes pas unis, votre maison est froide. Mais si vous êtes pauvre et que vous êtes solidaire, votre maison est beaucoup plus chaleureuse. C'est pour dire que l'argent contribue au bonheur, mais l'argent n'est pas l'essentiel pour être heureux. Alors, docteur, on va aussi intervenir dans un autre aspect. Oui. Là, on a parlé vraiment des influences de la famille en général, comme pour paraphraser en global. Mais il peut arriver aussi dans le couple où il y a une troisième personne qui est invitée sans que ce soit d'un commun accord. C'est une seule personne qui invite l'autre. On arrive à découvrir le bien-être. Ben, Dans ce écoutez, cas-là, il je se pense que ce manifeste n'est comment? pas... C'est une alerte. C'est une alerte. C'est un signe qui devrait vous permettre de recadrer le contenu de votre relation. La troisième personne qui s'invite, il faut vous demander pourquoi elle s'invite et en sont quoi allés elle la chercher. constitue, Comment on est en quoi elle arrivé là? constitue Ben voilà un danger. qui allait la Ben oui, chercher. comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est parce que j'ai baissé la garde? Est-ce que c'est parce que mon compagnon ou ma compagne
n'est pas satisfait du contenu de notre Ou bien relation. une fois entré dans le couple, j'ai considéré que j'ai le brassard, donc tout n'est rien n'existe. Voilà. Alors qu'il ne faut jamais baisser la garde. Il faut se poser les questions et se remettre en cause parce que justement, malheureusement, étant donné que la plupart des personnes considèrent le mariage comme une fin en soi, une fois qu'ils y sont, ils ont l'impression d'avoir franchi la ligne d'arrivée et ne font plus d'efforts. Alors que la séduction, c'est un effort au quotidien, même 40 ans après le mariage. Il faut toujours être attentif, attentionné et prendre soin de soi, prendre soin de l'autre aussi. C'est ce qui fait durer l'amour, c'est ce qui fait durer l'impression de bonheur dans le mariage. Alix, vous avez une question? Ben oui, Ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, je vais redire. Des fois, il y a tout ça. Il y a tout ça qui se trouve à la maison. Mais quand même, on va chercher ailleurs. Comme quoi, ça fait effet de mode, c'est naturel. Un homme, il doit avoir plusieurs conquêtes et comme ci et comme ça. Mais bon, c'est pas les hommes seulement. Oui, c'est dans les deux sens. Oui, généralement, généralement dans ce genre de situation-là, ce sont les hommes. Vous savez pourquoi, ça arrive, Alice? Eh bien, ça arrive parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'accoutumance. On est habitué. Même vous avez la femme la plus belle du monde. Elle est tellement belle qu'elle devient quelconque à vos yeux. Donc, il faut partir pour pouvoir mieux apprécier sa beauté. Donc, ce qu'il faut, c'est que chacun doit être un caméléon pour proposer à l'autre tous les hommes ou toutes les femmes qu'il n'a pas choisi d'épouser. Voilà. On doit plusieurs femmes exactement. En une seule. Il ne peut pas être que pagneuse ou que robeuse. Il faut être colantieuse aussi. Il faut être pareuse. Pagneuse et robeuse. Maxeuse. Il faut alterner pour ne pas que l'habitude... Même des tenues de cosmonaute, même on prend. Pourvu que ça change le quotidien. Varier, il faut changer le quotidien parce que l'accoutumance est le plus grand danger des couples. Et alors, quand on a des habitudes, on se dit j'arrive, je mets la marmite au feu, je fais le lit, je mets la table. On a des réflexes. Il faut briser la routine pour qu'on soit toujours surpris et on ait toujours des motifs d'égaiement. Il y a des foyers où on ne s'égaye plus. On ne rit jamais. On ne rit plus. On ne rit plus. On n'est jamais agréablement surpris. On est toujours surpris désagréablement. Mais quand on n'a que des mauvaises surprises dans un environnement, humainement, on a tendance à le fuir. Donc, il faut plus créer de bonnes surprises dans le foyer que de mauvaises surprises ou que de l'indifférence. Parce que l'indifférence aussi, elle fait fuir. Alors, coach, le mariage, c'est vrai, ne sera jamais parfait. Le bonheur également, c'est un achèvement continu. Et parfois, c'est inaccessible. C'est une quête sans fin. Comment on fait pour terminer? Comment on se situe dans tout ce méli-mélo-là? Pour être heureux en mariage. Voilà, pour être heureux tout court. Pour être heureux en mariage, je vais vous dire une chose. Il faut mettre la loupe sur les bons aspects du mariage. Parce que, en fait, quand on a l'impression qu'on n'est pas satisfait, on met la loupe sur les mauvais aspects et ils ont l'air plus grands. Donc, il faut mettre la loupe sur les bons aspects du mariage et les cultiver. Quand on cultive quelque chose, cette chose-là prolifère. Donc, quand on cultive les bons moments, on cultive les bons souvenirs, ils vont finir par noyer les mauvais souvenirs. Quand elle vous énerve ou quand il vous énerve, pensez au bon moment que vous avez. Il y a une belle image qui... Tout à fait. Puis ça efface, il faut s'accrocher à ça. Ça dilue le problème et ça permet de le résoudre. Il ne faut pas se contenter de penser au bon moment et de laisser le problème tel qu'il est. Il faut en discuter. La communication dans le couple est très importante. Donc, il faut en discuter. La compatibilité d'humeur doit être de mise. Même s'il n'y a pas compatibilité d'humeur, le fait de vouloir sauver son entreprise conjugale, c'est déjà 40% du bonheur en couple. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. La volonté. La volonté. On ne peut pas faire le bonheur d'une personne sans sa contribution. Et surtout, un petit conseil, hein, si on peut s'exprimer, pour ceux qui sont expérimentés là-dedans, il ne faut jamais considérer quelque chose pour acquis. C'est une entreprise quotidienne. Oui, tout à fait. Pas de secret de fabrication. Soyez heureux en couple, alors. Merci infiniment, coach. On espère que ces conseils-là et ces orientations-là serviront à tous les couples amoureux qui suivent Matin Bonheur. Tout échange ici n'a rien à voir avec la réalité. C'est que des échanges avec le coach Laura. C'est clair. Voilà. Rien on parle de ce qui pourrait se passer dans la société en général. La plus fiction. Ne voyez pas des orientations précises. Merci infiniment de nous avoir suivis. Puis soyez heureux toujours en couple et avec tout le monde autour de vous. À demain.